L'enquête sur le meurtre d'une jolie jeune femme reste au point mort pendant plusieurs années. Certes, les enquêteurs disposent de preuves médico-légales et de nombreux suspects, mais cela n'est pas suffisant. Grâce au témoignage de la fille de la victime âgée de 9 ans, aux annotations trouvées dans un agenda et à des recoupements, la police parviendra à distinguer le vrai du faux. Un policier à la retraite est retrouvé mort dans sa chambre, tué d'une balle dans la tête. Mais les circonstances de son décès restent obscures. Certaines preuves indiquent qu'il s'agit d'un suicide. D'autres suggèrent plutôt un meurtre. Une reconstitution de la scène de crime, un guichet automatique et des manuels de médecine légale trouvés chez la victime permettent de rédiger le dernier chapitre de cette histoire, digne d'un roman policier. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Dès qu'un crime est commis, une véritable course contre la montre s'engage entre le criminel et la police. Les enquêteurs n'ignorent pas que le temps joue contre eux, car s'il a eu lieu en plein air, les intempéries brouillent la scène de crime, le corps se décompose et les indices s'estompent, laissant au meurtrier la possibilité de se construire un alibi. Dans l'affaire que nous allons suivre maintenant, les policiers ont accumulé les handicaps, puisque l'enquête s'est enlisée pendant 2 ans. Mais contre toute attente, ce long délai a permis à la vérité de faire surface. Kathleen Lipscomb, âgée de 30 ans, fait de son mieux pour assurer son rôle de mère auprès de ses 2 jeunes enfants, tout en travaillant en tant qu'infirmière à San Antonio, au Texas. Elle était très attentionnée. Elle aimait sa famille. Nous étions très liés. Kathleen s'est mariée avec un sergent de l'armée de l'air américaine, Bill Lipscomb. Ils se séparent après 8 ans de mariage. Ils conviennent que Bill aurait la garde des enfants le week-end. Un dimanche soir, pourtant, Kathleen ne vient pas chercher les enfants comme prévu. Bill les raccompagne donc chez Kathleen, mais celle-ci n'est pas là et sa voiture non plus. Il lui laisse un message sur sa porte. Le lendemain matin, il n'y a toujours aucun signe de Kathleen. Un de ses collègues m'a appelé pour me dire qu'il se faisait du souci pour elle car elle n'était pas venue travailler ce jour-là. J'ai eu l'estomac noué. Il s'est contracté l'espace d'1 minute. Ce n'était pas possible. Bill avait les enfants. Kathleen avait dû sortir avec des amis et n'allait pas tarder à rentrer. Elle était en retard, voilà tout. Plus tard dans la journée, un homme aperçoit un corps dénudé près d'une route déserte à l'extérieur de la ville. Il s'agit de Kathleen Lipscomb. Le meurtre a sûrement eu lieu ailleurs. Quelqu'un avait certainement transporté son corps d'un point A à un point B, ce dernier étant l'endroit où on l'a abandonné. Selon les enquêteurs, le fait que les vêtements de Kathleen aient été roulés au lieu d'être pliés n'est pas anodin. C'est une technique militaire, c'est certain. Je n'ai jamais vu un civil rouler ses affaires de la sorte. Seuls les militaires le font. Malheureusement, les enquêteurs ne trouvent aucune trace de pneu ou d'empreinte près du corps. Bill, l'ex-mari de Kathleen, est aussitôt convoqué pour un interrogatoire. Je l'ai bien inspecté pour voir s'il avait été blessé, s'il portait des traces de coups que Kathleen aurait pu lui infliger en se défendant, des éraflures, des bleus, des traces sous les ongles qui auraient pu signaler où il avait agrippé sa victime. Mais je n'ai rien trouvé. Les enfants déclarent à la police qu'ils ont passé tout le week-end avec leur père, ce qui confirme son alibi. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la victime est morte par strangulation. Elle révèle aussi que Kathleen a eu des rapports sexuels 24 heures avant sa mort. Des amis de la victime informent la police qu'elle avait une liaison avec un certain David Pearl, un médecin marié qui habitait en ville. Kathleen et le docteur Pearl travaillaient ensemble. Cette proximité dans le travail s'est transformée en histoire d'amour pour Kathleen. Et elle était intimement convaincue qu'il l'aimait aussi. Il lui avait promis de divorcer et de l'épouser. Nous avons découvert que le docteur Pearl avait eu de nombreuses liaisons et qu'il disait à ses maîtresses que sa femme et lui étaient séparés alors qu'ils ne l'étaient pas. J'ai alors pensé avec inquiétude au cas classique de la femme jalouse.
Bill Lipscomb, le mari de la victime en instance de divorce, semble posséder un solide alibi. Au moment supposé du meurtre, il était avec ses enfants. Ils ont témoigné de sa présence à leur côté. Mais Bill est sergent dans l'armée de l'air. Or, selon les enquêteurs, après le meurtre, les vêtements de Kathleen ont été roulés avec la technique qu'emploient les militaires américains. Le docteur David Pearl a avoué avoir passé le week-end en compagnie de la jeune femme, ce qui fait de lui le principal suspect. Il clame son innocence. Mais son épouse bafouée aurait-elle cherché à se venger? À ces deux pistes vient bientôt s'en ajouter une troisième. Vincent Robideau est un infirmier qui travaille avec Kathleen à l'hôpital. Il vit dans la même résidence qu'elle et lui non plus n'est pas allé travailler ce jour-là. Il avait quitté la ville. Il n'était pas revenu chercher son chèque et n'avait même pas demandé à ce qu'on le lui envoie. Face à ces nombreux suspects, les enquêteurs ne savent pas par où commencer. Une semaine après le meurtre de Kathleen Lipscomb, on retrouve sa voiture sur le parking d'un restaurant non loin de chez elle. Les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte digitale à l'intérieur comme à l'extérieur de la voiture. Le docteur Robert Bucks, médecin légiste, dispose de 2 indices pour déterminer l'heure du décès de Kathleen. Elle avait mangé un plat chinois qu'elle n'avait pas encore digéré, ce qui indiquait qu'elle avait pris son repas peu de temps avant de mourir. Les marques retrouvées sur les jambes de la victime sont attribuées aux fourmis. Elles permettent d'établir quelques repères. L'activité des fourmis a lieu en grande partie le jour. Elles ont donc probablement été en contact avec le corps dès l'aube ce matin-là. Ces 2 indices indiquent que Kathleen a sans doute été tuée le dimanche soir à l'heure du dîner et son corps déposé dans le champ avant l'aube. Les enquêteurs de la police scientifique découvrent 4 mèches de cheveux rouges sur les vêtements de Kathleen. Équipés d'un microscope stéréoscopique, les experts constatent que ces cheveux n'ont pas de racines. À la base du cheveu, on doit voir la racine qui a une forme de bulbe. Son aspect dépend du stade d'évolution du cheveu. En grossissant 100 fois le cheveu, on s'aperçoit qu'il a été teint. Très souvent, on observe une démarcation nette entre la couleur naturelle du cheveu à la racine et celle du reste du cheveu. La démarcation due à la teinture est la même sur les 4 cheveux. Il apparaît clairement que ces cheveux n'appartiennent ni à Bill, l'ex-mari de Kathleen, ni au Dr Pearl, son amant. Le test génétique est à ce moment-là très loin du but. Le cheveu était dépourvu de sa racine. En 1986, autrement dit à la fin des années 80, la technologie médico-légale n'était pas aussi pointue qu'aujourd'hui. Sur ce point, nous étions très limités. Les techniques d'identification des victimes et des meurtriers par ADN sont des applications directes des recherches génétiques. Elles ont été utilisées pour la première fois en Grande-Bretagne en 1986 dans le cadre d'une enquête criminelle. Dans un bourg près de Leicester, une jeune fille est violée et assassinée. Un suspect est arrêté, mais son ADN ne correspond pas à celui du sperme retrouvé sur la victime. Les policiers décident alors de soumettre à une prise de sang tous les hommes de l'agglomération, soit 5000 personnes. Sans résultat. Jusqu'à ce qu'un certain Colin Pitchfork se vante d'avoir échappé au prélèvement sanguin en envoyant un ami à sa place au laboratoire. L'information parvient à la police. Pitchfork subit de force une prise de sang. Elle est positive et les généticiens apportent la preuve biologique de sa culpabilité. Ce résultat spectaculaire a progressivement systématisé l'utilisation de la comparaison d'ADN en criminologie. Néanmoins, en 1998, à l'époque où se déroule notre affaire, les techniques les plus sophistiquées n'existaient pas encore.
L'enquête semble enfin progresser lorsque les enquêteurs localisent Vincent Robideau, le collègue et voisin de Kathleen, qui a disparu le week-end où elle a été tuée. Il était en fait retourné à Galveston, sa ville natale, après s'être disputé avec son petit ami. Là-bas, il avait trouvé un poste d'infirmier à l'hôpital du coin et ne voulait plus entendre parler de San Antonio. La police peut rayer Robideau de la liste des suspects. Nous en étions arrivés au point où nous ne pensions pas pouvoir résoudre cette affaire, à moins d'obtenir un indice capital. Et nous sentions que c'était mal parti. Pendant 2 longues années, la police poursuit l'enquête sur le meurtre de Kathleen Lipscomb. La famille de Kathleen continue de penser que Bill a joué un rôle dans cette affaire. 7 mois avant le drame, il augmente l'assurance vie de Kathleen qui atteint alors 315 000 $. La famille de la victime fait alors appel à un détective privé, Tom Bevans. Bevans fouille l'appartement de Kathleen afin d'examiner tous ses biens personnels. Il découvre 2 informations intéressantes dans son agenda. La première est une indication étrange. Tournoi de baseball, Shannon Gilbert présente. La première fois que je suis tombé sur le nom de Shannon Gilbert, je n'ai pas su qu'en faire. C'était un nom que je n'avais jamais vu et dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis donc demandé pourquoi Kathleen l'avait inscrit là. Il devait représenter quelque chose pour elle. Après quelques recherches, Bevans apprend que Shannon Gilbert est dans l'armée de l'air avec le mari de Kathleen. La rumeur dit qu'ils ont une aventure. Bevans rend visite à Shannon Gilbert. Elle m'a demandé s'il s'agissait de Bill Lipscomb. Je lui ai répondu que oui. Elle a alors déclaré qu'elle voulait un avocat. Je savais que j'étais sur la bonne piste. Bevans trouve une autre information dans l'agenda de Kathleen. Nombreux coups de téléphone et des nuits à l'extérieur pour parler des tests. Bill a obtenu toutes les questions de l'examen. Cet examen est un concours interne auquel tout le personnel militaire doit se soumettre pour obtenir une promotion. Les informations notées par Kathleen suggèrent que son ex-mari a triché. Bill Lipscomb est monté en grade beaucoup plus vite que les autres sergents-chefs de toute l'histoire de l'armée de l'air. Ces indications expliquent sans doute pourquoi. Puisque ces allégations de triche concernent l'armée de l'air, le docteur Charles McDowell se joint aux enquêteurs en tant que membre du bureau d'investigation spéciale de l'armée de l'air américaine. Lorsque vous avez un crime secondaire sur lequel vous appuyez, une affaire sérieuse, sans être aussi grave qu'un meurtre, cela vous donne la possibilité de mieux cerner votre suspect. En observant les photos prises sur les lieux du crime, le docteur McDowell fait une importante découverte. D'après moi, la position du corps et le contexte dans lequel on l'a trouvé suggéraient que tout avait été fait pour que l'on croie à une agression sexuelle. Mais quelque chose n'allait pas chez la victime. Tout cela sonnait faux. Il a examiné tous les indices et au bout de 30 à 45 minutes, il a affirmé que Bill était le tueur. Bill était le meurtrier alors que nous pensions tous, à ce point de l'enquête, qu'il avait employé quelqu'un pour tuer sa femme. De plus, d'après McDowell, le fait que les jambes de Kathleen soient croisées signifie que le corps a été placé dans un endroit petit et étroit juste après le décès, c'est-à-dire au moment où le corps s'est figé. McDowell soupçonne aussi que c'est un complice du tueur qui a déposé le corps. Les meurtriers qui connaissent leurs victimes ont tendance à couvrir le corps ou au moins le visage, ce qui n'est pas le cas ici. Cette supposition était extrêmement importante, car pour commencer, plus il y a d'acteurs impliqués dans un crime, plus vous avez de chances de les identifier et ensuite de les utiliser les uns contre les autres. La fille de Kathleen, âgée de 9 ans, fournit une nouvelle information. Elle m'a dit, à ton avis, grand-mère, qui a tué ma mère, enfin maman? Je lui ai répondu, je ne sais pas. Et toi, tu penses que c'est qui? Et elle m'a répondu, c'est papa, parce qu'il n'était pas là où il a dit qu'il était cette nuit-là.
Les enfants avouent alors que le meilleur ami de leur père, Tony Borello, les a emmenés dîner en ville le soir où leur mère a été tuée. Plus tard dans la nuit, les enfants disent s'être levés et avoir constaté l'absence de leur père et de sa voiture. Je me rappelle avoir dit à Tom Bevans un jour « Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une photo où on le voit serrer le cou de Kathleen ?» J'avais le sentiment qu'on détenait assez de preuves contre lui, mais on nous disait que non, que ce n'était pas suffisant. Pourtant, vous savez, il n'y avait personne sur place pour prendre des photos. Bevans demande une expertise de la preuve biologique prélevée lors de l'autopsie du corps de Kathleen. Il s'agit de déterminer l'identité de la personne avec qui elle était avant sa mort. Au cours des 2 ans qui ont suivi le meurtre, cet échantillon a été étrangement mal étiqueté, puis manipulé sans précaution. Il est donc impossible d'effectuer un test médico-légal. Les procureurs ne peuvent se contenter de preuves indirectes pour appuyer le témoignage des enfants. On trouve dans l'agenda de la victime une note suggérant que Bill, son ex-mari, a triché lors d'un concours interne pour obtenir de l'avancement et que Kathleen est au courant. De plus, Bill et Kathleen ont entamé une procédure de divorce acharnée. Bill veut la garde des enfants et Kathleen y est formellement opposée. Kathleen a-t-elle utilisé cette information pour faire du chantage dans le cadre de la procédure de divorce? Elle était au courant, et lui savait que ça pouvait ruiner sa carrière. Elle a donc joué cette carte-là. Elle lui a exposé la situation et lui l'a menacé. Ne fais pas ça. Si tu le fais, je te tue. Cette fois, l'étau se resserre autour de Bill Lipscomb. Il possède 2 mobiles pour avoir tué sa femme. Touché l'assurance vie de 315 000 $ qu'il avait souscrite sur sa tête quelques mois plus tôt. Et empêché Kathleen de révéler aux autorités militaires qu'il a triché aux examens afin d'obtenir frauduleusement de l'avancement. À ce double mobile s'ajoute maintenant le témoignage des enfants. Selon eux, leur père se serait absenté à l'heure du dîner le samedi soir, à l'heure précisément où Kathleen aurait été assassinée. Comme le prouve d'ailleurs le bol alimentaire retrouvé dans son estomac après sa mort. 2 autres éléments viennent étayer cette hypothèse. Les vêtements de Kathleen ont été roulés par quelqu'un qui a reçu une formation militaire. Et le corps a été recouvert, ce qui démontre que le meurtrier était un familier de la victime. Mais si Bill Lipscomb n'a pas tué sa femme, un proche se serait-il chargé de la sale besogne? Le seul militaire se trouvant dans l'entourage de Bill Lipscomb ce week-end-là est Tony Borello. Quelques mois après le meurtre, Borello se fait renvoyer de l'armée de l'air pour conduite déshonorante. Lors de son interrogatoire, il parle avec empressement. Il a dit être entré dans une église et avoir entendu Dieu lui demander d'avouer ses péchés. C'est ce qui a provoqué un changement chez Tony. Tony Borello avoue immédiatement avoir déposé le corps de Kathleen dans le champ, comme le docteur McDowell le supposait. Et il affirme que Bill Lipscomb est le meurtrier. Il confirme un autre soupçon. Le corps de Kathleen a été conservé dans un coffre en cèdre, ce qui explique la position des jambes de la victime une fois que la rigidité cadavérique s'est installée. Contre toute attente, Tony Borello a conservé le coffre. Il explique que Bill Lipscomb lui a demandé de s'en débarrasser après le meurtre, mais qu'il l'a tout de même gardé. Les experts médico-légaux trouvent une tache de sang dans le fond du coffre. Les analyses montrent qu'il s'agit bien du sang de Kathleen. Tony Borello, équipé d'un micro dissimulé, rencontre Bill Lipscomb. Cependant, ce dernier ne fait aucune déclaration compromettante. Les enquêteurs doivent donc mettre en place une nouvelle stratégie. Ce triste événement est la conséquence d'un mariage qui a mal tourné. Ils étaient très hostiles l'un envers l'autre. Je voulais essayer de comprendre et de saisir la réaction de Bill. Je voulais mettre en place une méthode d'investigation qui pourrait aller contre cette hostilité
et agir en tenant compte de la psychologie de cet homme. Le bureau d'investigation spéciale fait en sorte que Bill Lipscomb sache qu'il est poursuivi. Je voulais qu'il entende des pas imaginaires. Je voulais qu'il ait un nœud dans l'estomac à chaque fois que le téléphone sonnait. Je voulais qu'il craigne chaque jour d'entendre un enquêteur frapper à sa porte. Je voulais faire monter en lui le niveau d'anxiété. Finalement, l'ex-petite amie de Bill, Shannon Gilbert, avoue qu'il lui a révélé un jour son intention de tuer Kathleen. Les enquêteurs font en sorte que Lipscomb sache que Gilbert et Borrello collaborent avec la police. Bill Lipscomb nous manipulait psychologiquement et nous faisions de même avec lui. Après des semaines de stratégie psychologique, le docteur McDowell convoque Bill Lipscomb pour un interrogatoire. Le docteur McDowell se souvient précisément de cet entretien. Avec toutes les options que vous aviez, je me demande pourquoi ça s'est terminé comme ça. Pourquoi l'avez-vous tué? Il m'a répondu, je ne sais pas pourquoi je l'ai tué. Mais il s'est aussitôt repris et s'est penché en avant les bras croisés et il a dit, je n'ai pas tué ma femme. Nous le tenions. Nous étions 3 dans le bureau du shérif à vouloir rentrer dans la pièce, à vouloir aller aussi loin que Bill, entrer pour le briser. Mais c'était impossible. On ne pouvait pas faire ça. Les procureurs pensent que Kathleen menaçait de dénoncer Bill pour sa triche à l'examen militaire s'il cherchait à obtenir la garde des enfants. Et à partir de là, Bill a voulu se venger. Le jour du meurtre, Bill demande à Tony Borrello d'emmener ses enfants dîner en ville. Il appelle ensuite Kathleen et lui demande de venir chercher les enfants plus tôt que prévu. Dès son arrivée, Kathleen constate l'absence des enfants. Bill et elle se disputent. Où sont les enfants? Ils sont partis au restaurant. Au cours de la dispute, Bill étrangle sa femme. Il met le corps dans une caisse et le laisse là jusqu'à l'aube. On y retrouve une tache du sang de Kathleen. Une fois les enfants endormis, Tony Borrello abandonne le corps de Kathleen dans un champ et tente de faire passer ce meurtre pour un crime sexuel. La position du corps et le fait qu'il n'ait pas été recouvert révèlent un indice capital. Le meurtrier a un complice. Qu'en est-il des cheveux rouges trouvés sur les vêtements de Kathleen? Je pense qu'un des 2 hommes, Bill ou son complice, a déposé ses cheveux pour brouiller les pistes. Bill Lipscomb plaide coupable pour le meurtre de sa femme et évite ainsi la peine de mort. Il est condamné à la prison à perpétuité. Tony Borrello échappe à toute poursuite en raison de l'aide qu'il a apportée à la police. Aucune charge n'est retenue contre Shannon Gilbert. Elle a changé de nom et bénéficie du programme fédéral de protection des témoins. Les procureurs considèrent que le docteur David Pearl, l'amant de Kathleen, n'a pas été impliqué dans le meurtre. La médecine légale, la psychologie médico-légale et la reconstitution de la scène du crime ont permis de résoudre une affaire extrêmement difficile. Il faut vraiment garder à l'esprit que cette enquête a été très complexe. De nombreuses personnes ont été impliquées dans cette affaire qui a demandé un travail de coordination important. Je me sens un peu mal à l'aise d'avoir été choisi pour l'interview. Les criminels se croient vraiment très intelligents et pensent que nous, qui essayons de résoudre des affaires ou qui travaillons sur des crimes ou encore les forces de l'ordre, ne sommes pas très futés. C'est très souvent le contraire. Au terme de cette lamentable affaire, qui laisse 2 jeunes enfants orphelins, les policiers en ont appris davantage sur les relations orageuses qui prévalaient dans le couple Lipscomb. Apprenant que sa femme le trompait avec le docteur Pearl, Bill l'aurait molesté et aurait demandé le divorce en se réservant la garde des enfants. Pour s'y opposer, Kathleen aurait alors exercé un chantage en menaçant son mari de dénoncer ses fraudes aux tests militaires. Craignant de voir sa carrière ruinée au sein de l'armée de l'air, Lipscomb aurait alors fomenté le meurtre
en souscrivant au préalable une assurance vie 7 mois avant de passer à l'acte. Nous connaissons la suite. Le 8 juin 1998, le jour du meurtre, les documents stipulant l'ordonnance de divorce se trouvaient dans la boîte aux lettres du meurtrier. La résolution de certains crimes se présente comme des casse-têtes pour les enquêteurs judiciaires. D'autres offrent peu de difficultés tant leurs auteurs agissent dans la précipitation et abandonnent derrière eux plus d'indices qu'il n'en faut aux procureurs et aux jurés pour les inculper. Dans l'histoire que nous allons suivre maintenant, nous verrons que les policiers auraient pu conclure rapidement l'affaire si le principal témoin n'avait pas modifié sa version des faits à plusieurs reprises. Traverse City, dans le Michigan, est l'endroit idéal pour les passionnés de voile et de pêche. C'est là que vivent Dan et Cynthia McDonnell, ainsi que leurs 2 enfants. Dan McDonnell, 58 ans, est un policier à la retraite qui travaille à mi-temps comme agent d'entretien. Cynthia est un écrivain indépendant. Ça semblait être un mariage normal. Cindy s'occupait toujours de tout. C'était la maîtresse de maison et la patronne. Le dernier jour de décembre 1998 est une journée chargée pour toute la famille McDonnell. Leur fils de 18 ans, Patrick, passe la nuit chez un ami. Dan décide donc de faire la grasse matinée. Cynthia et sa fille de 20 ans, Erin, font du shopping à Traverse City toute la matinée. Durant plusieurs heures, elles vont de boutique en boutique, s'arrêtant dans un grand magasin, dans une boutique de fournitures de bureau et dans un salon de beauté. Sur le chemin du retour, Cynthia achète des hamburgers pour toute la famille. Mais en arrivant chez elle, peu après midi, elle découvre Dan dans son lit, mort d'une balle dans la tête. Ma sœur nous a téléphoné et nous a dit « J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je viens de le voir à la télévision. Dan a été assassiné. » Les enquêteurs ne trouvent pas d'armes près du corps, mais plusieurs centaines de dollars ont disparu du portefeuille de la victime. Le vol est donc une éventualité. J'étais anéanti. Je ne pouvais pas croire que cet homme bon, qui ne faisait de mal à personne, était mort. Cynthia, la femme de Dan, pense à un vol, mais il n'y a aucun signe d'effraction et la police a des doutes. Lorsque la police interroge Cynthia pour la seconde fois, elle déclare avoir un aveu à faire. J'ai reçu un appel m'informant qu'elle avait changé sa version des faits. Ce n'était pas un vol. Elle était descendue ce matin-là et avait découvert qu'il s'était suicidé. Voici un enregistrement de la déposition que Cynthia a faite à la police. Erin was almost ready to go, and I told her I'd get our coats and stuff and get the car warmed up, and I went in to tell Dan that you were leaving. we were leaving. Okay. Yeah. And at that time, you found him that he had shot himself. Yes. Okay. You found his gun that he had shot. Yes, I did. Cynthia dit à la police que Dan avait subi une opération en raison d'un cancer de la prostate et que depuis, il était impuissant. D'après elle, il a laissé une lettre de suicide, mais elle l'a détruite. La lettre disait « Mon cancer de la prostate m'a anéanti. Je veux que tu aies l'argent de l'assurance. » Elle expliquait que si on découvrait que c'était un suicide, l'assurance ne marcherait pas et les enfants n'obtiendraient pas d'argent. Dan avait effectivement souscrit une police d'un montant de 300 000 $, mais une clause stipulait que le suicide annulerait le contrat. Dans le but de protéger sa femme, Dan McDonnell aurait donc mis sa propre mort en scène afin de la faire passer pour un assassinat. Ce stratagème ayant été plusieurs fois mentionné dans les annales judiciaires, les enquêteurs n'auraient pas de raison de le mettre en doute si l'attitude de Cynthia ne leur semblait pas étrange. Cynthia dit qu'elle s'est conformée au désir de Dan et a arrangé la scène pour que le décès ait l'air d'un homicide. Elle dit avoir effacé les empreintes de son mari sur l'arme,
Puis, elle est partie faire du shopping avec sa fille pour ne pas éveiller les soupçons. Une réaction que nous considérerions normale serait d'être immédiatement effondré. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Tant qu'on ne se retrouve pas dans la même situation, je crois qu'il est impossible de dire comment quelqu'un va réagir. Cynthia dit avoir jeté le revolver de son mari dans un champ tout proche, mais les chiens policiers et les détecteurs de métaux ne trouvent rien. Elle a certainement commis un délit en maquillant la scène. Elle a commis un délit en se débarrassant de l'arme. Ce sont de très bons éléments pour ouvrir une enquête. Mon frère ne s'est pas suicidé. Il allait acheter un bateau, il allait acheter une nouvelle voiture, il allait faire toutes ces choses. Alors, un homme qui a autant de projets n'est pas un homme qui s'apprête à se suicider. Lors de l'autopsie, le docteur David Start cherche des signes indiquant un suicide. Une radio du crâne de Dan montre que la balle est toujours logée à l'intérieur, ce qui signifie que la blessure à l'arrière de sa tête est le point d'entrée. Ça soulève l'éventualité que la victime ne s'est pas faite elle-même cette blessure par balle, mais qu'elle a pu être infligée par une autre personne. L'avocat de Cynthia affirme que cela ne prouve pas qu'il y a eu homicide, mais seulement que Dan a aussi pu jouer un rôle dans cette duperie. Faire preuve de beaucoup d'intelligence pour comprendre comment s'infliger une blessure mortelle et comment la déguiser en homicide. Il a dû se dire, si j'arrive à faire passer ça pour un homicide, ma famille touchera l'argent de l'assurance vie. Mais les enquêteurs découvrent autre chose. Cynthia McDonnell n'est pas seulement écrivain indépendant, elle aspire à écrire des romans policiers. Les policiers apprennent également que Cynthia a fait des remarques désobligeantes à leur sujet lors d'un cocktail dans le voisinage. Elle a dit que vous pourriez très bien commettre un meurtre et que les policiers du nord du Michigan n'étaient pas assez malins pour vous attraper. Ça n'a pas beaucoup plu à la police de l'État. La police enquête sur la mort mystérieuse d'un policier à la retraite, Dan McDonnell. La femme de la victime, Cynthia, affirme que son mari s'est suicidé et qu'elle a d'abord dissimulé les faits pour que la famille puisse toucher l'argent de l'assurance vie. Presque immédiatement, les médecins légistes relèvent des incohérences. Les radios montrent que la trajectoire de la balle va de l'arrière vers l'avant dans le cerveau et de la gauche vers la droite, comme vous pouvez le voir. Il est normal que la balle soit tirée du côté gauche s'il s'agit d'un gaucher. Mais Daniel, la victime, était droitier. Les personnes qui se suicident se tirent rarement une balle derrière la tête. Il fallait poursuivre l'enquête, car cette affaire pouvait très bien être un homicide. Il fallait que la police puisse continuer l'enquête. Les enquêteurs commencent par étudier les projections de sang. Que le sang provienne d'une flaque de sang ou d'un crâne suite à une blessure par balle, le sang jaillit en ligne droite. Mais il peut aussi être projeté dans un rayon de 360 degrés, c'est-à-dire dans vraiment toutes les directions. Quand le sang afflue dans la direction de la pression exercée, c'est ce qu'on appelle une éclaboussure vers l'extérieur. Mais il n'y a aucune tache de sang sur les mains de Dan. Le bras gauche de Dan enserre un oreiller et est replié sous son corps. Près de son bras se trouve une mare de sang très distincte. Ce qui prouve que le bras gauche de Dan n'a pas bougé après le coup de feu. Rien dans les taches de sang ne nous permettait de penser que son bras s'était trouvé dans une autre position
que ce soit au moment du coup de feu ou juste après. Ça indiquait donc que cette position était celle dans laquelle le corps se trouvait quand on l'a tué. Il aurait été très difficile pour Dan de se servir de sa main droite pour se tirer une balle dans le côté gauche de la tête. Pour infliger cette blessure, la main droite aurait alors dû passer derrière la tête, comme ça, et parvenir à placer le canon de l'arme contre la tête. Pour faire ça, il faut être contorsionniste. Vous auriez quelques problèmes avec la trajectoire, mais c'est tout à fait réalisable. Cependant, une fois que c'est fait, votre main va rester là-haut. Elle ne va pas pouvoir se remettre sous les couvertures, sans aucune tache de sang ni aucune trace de poudre, et se retrouver près du corps sans la moindre goutte de sang. Ce n'est pas possible. L'analyse d'une scène de crime est déterminante pour comprendre le déroulement chronologique des événements et différencier un suicide maquillé en meurtre d'une agression réelle. La position du corps de la victime, la présence ou non de l'arme sur les lieux, l'étude balistique, la direction du tir, les traces de poudre, la forme et l'intensité des éclaboussures permettent aux experts de dégager quantité d'informations. Dans la chambre qu'occupait Dan McDonnell, les enquêteurs trouvent des traces de poudre et un trou dans l'oreiller causé par le passage de la balle. Cela tendrait à prouver que l'arme a été pressée près du visage au moment du tir. Et cela est incompatible avec la blessure d'entrée et la trajectoire du projectile. Pour que ce soit possible, il aurait fallu qu'il ait 3 bras. Un pour tenir l'arme, un pour tenir l'oreiller, et le troisième étant son bras gauche, celui sur lequel il était couché. On conclut à un homicide. Une recherche sur le mariage de Dan et Cynthia révèle un mobile potentiel. Les mois précédant le meurtre de Dan, les McDonnell dépensaient plus d'argent qu'ils n'en gagnaient. Cynthia a acheté des tas de choses, comme des ordinateurs, de nouveaux meubles, une quantité d'objets très chers. Les enquêteurs découvrent également que Dan était le tuteur d'un parent mentalement handicapé et qu'il gérait ses fonds. L'année précédant la mort de Dan, plus de 50 000 $ ont été prélevés sur ce compte et la banque n'a cessé d'exiger des explications. Des relevés bancaires montrent que des retraits allant de 200 à 1 millier de dollars étaient effectués un jour sur 2 et que le compte est quasiment vide. Lorsque la police interroge la fille de Dan, Erin, âgée de 20 ans, celle-ci se souvient d'un détail inhabituel à propos de la matinée où son père a été tué. Erin prenait sa douche. Elle a expliqué aux enquêteurs que sa mère était venue vérifier ce qu'elle faisait plusieurs fois, ce qui ne lui ressemblait pas, et qu'elle avait aussi monté le volume de la radio pendant qu'Erin se douchait. Erin nous a aussi dit avoir entendu ce qu'elle pense être une voiture pétaradant ou une détonation. Chez les McDonnell, la police trouve des manuels de médecine légale que Cynthia utilisait pour effectuer des recherches pour le roman policier qu'elle comptait écrire. Avec des titres comme « Traumatisme corporel » et « Armé et dangereux » et des chapitres intitulés « Coup de feu accidentel contre suicide »,« Qui a abattu qui ?» et « Meurtre familial prémédité ». Les procureurs pensent que Cynthia consultait ces livres pour mettre au point ce qu'elle envisageait comme le meurtre parfait. Le mobile était l'argent. Cynthia avait des problèmes d'argent, alors elle a retiré 50 000 $ sur le compte géré par son mari, en utilisant illégalement son nom. Les caméras de surveillance des guichets automatiques de la banque le prouvent. La banque a contacté Dan en exigeant des explications. Les procureurs pensent que Dan a confronté Cynthia avec les faits
et lui a dit qu'il allait voir les autorités locales pour rendre l'argent. Mais ça aurait freiné le train de vie de Cynthia. La veille du jour de l'an, pendant qu'Erin prenait une douche, Cynthia est entrée dans la salle de bain et a monté le volume de la radio pour couvrir le son du coup de feu. Les procureurs affirment que Cynthia a pris l'arme de service de Dan et lui a tiré une balle derrière la tête en utilisant un oreiller pour étouffer le bruit. Elle s'est plus tard débarrassée de l'arme, mais celle-ci n'a jamais été retrouvée. Cynthia est ensuite allée faire du shopping avec Erin, pensant que les tickets de caisse lui fourniraient un alibi. Avant de rentrer chez elle, elle s'est même arrêtée pour acheter des hamburgers. Elle en a même acheté un pour son mari, tout en sachant qu'il était mort. C'est inimaginable. Elle était sournoise au point de penser qu'elle pourrait s'en tirer. Aller jusqu'à acheter un hamburger à son mari décédé. Bien que Cynthia McDonnell ambitionne d'écrire un roman policier et que dans cette intention, elle ait collecté des manuels de criminologie, pour exécuter son mari, elle a accumulé erreurs et invraisemblances. Après avoir modifié sa version des faits, transformant en suicide ce qui ressemblait à un assassinat, elle a fourni aux experts quantité de preuves l'incriminant. Puis, elle leur a livré son mobile, s'accaparait en toute impunité des économies d'un proche handicapé. Cynthia McDonnell est arrêtée, inculpée de meurtre au premier degré. Alors que tout l'accable, elle décide néanmoins de plaider non coupable devant le tribunal, au risque d'être condamnée à une peine de prison à vie. Sa défense comprend le témoignage d'un médecin légiste extérieur, le docteur L.J. Dragovich, qui affirme qu'il est possible que la mort de Dan McDonnell soit un suicide. Le docteur Dragovich démontre comment, selon lui, Dan a pu se suicider en laissant des résidus de poudre à canon et un trou dans l'oreiller. Vous pouvez tenir l'arme de la main gauche et presser la détente avec votre index gauche, tandis que la tête d'oreiller se trouve entre le canon et votre tête. Le docteur Dragovich fait également remarquer qu'aucun examen pour trouver des traces de poudre sur les mains de Dan McDonnell n'a été pratiqué, alors que cela aurait pu prouver qu'il avait tiré le coup de feu. Et ça aurait pourtant renforcé les arguments de l'accusation. Mais bien sûr, si on avait retrouvé des résidus de poudre sur les mains du défunt, l'affaire aurait été classée. Le médecin légiste affirme que ce n'était pas nécessaire. Nous n'avons pas cherché de traces de poudre au moment de l'autopsie. Et d'après moi, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'ensemble des résultats de l'enquête. Parce qu'une personne peut très bien se retrouver avec des traces de poudre sur les mains si elle se trouve très près de la personne qui tire le coup de feu. Et donc, cet examen, bien qu'on en parle souvent, n'est pas du tout pratiqué de façon systématique. Comme dans la plupart des affaires, c'est au jury de prendre la décision finale. Members of the jury, listen to your verdict as recorded. You do say guilty of first-degree premeditated murder? Yes. Leur fille, Erin, demande au juge de ne faire preuve d'aucune clémence. I don't understand why this had to happen to us. We had a good family. My father was a good man. And I thought my parents had a very loving relationship. And I ask that you give the maximum. Thank you. Cynthia McDonnell est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de liberté sur parole. Elle continue de clamer son innocence concernant le meurtre de son mari, qu'elle surnomme Mac. Mac committed suicide. I didn't kill my husband. I loved him, had nothing to gain by his death and everything to lose. This has devastated my children, split the family apart. Cynthia est dépourvue de conscience et de tout sens des responsabilités. Elle n'admettra jamais sa culpabilité.
C'est une personne qui résout ses problèmes, ses défaillances par la violence et le meurtre. Kevin McDonnell garde sur lui l'insigne de police de son frère. Qu'est-ce que je peux dire? C'est fini, terminé. Mais je l'aime. Et je voudrais que ça ne soit jamais arrivé. Il ne le méritait pas. Et je le reverrai bientôt. Bien que Cynthia ait étudié des manuels de médecine légale, elle n'a pas compris que la science raconterait la véritable histoire. Peut-être qu'elle en a lu juste assez pour croire qu'elle pourrait le faire et s'en tirer. Mais elle n'en a pas lu suffisamment pour comprendre que beaucoup plus d'éléments entrent en ligne de compte dans la vie réelle que dans les livres. L'autre erreur de Cynthia est d'avoir changé son témoignage. Elle a commencé par faire croire qu'un intrus avait tué son mari. Mais puisqu'elle avait oublié de mettre en scène une entrée par effraction, elle n'a pas eu d'autre choix que de changer sa version des faits. Quand les policiers l'ont interrogée, elle s'est embarquée dans une histoire différente, pensant qu'ils la croiraient. Si elle voulait que ça ressemble à un homicide, alors elle a parfaitement réussi. Cynthia McDonnell se vantait de pouvoir écrire le meurtre parfait. Elle aurait dû lire le dernier chapitre, celui qui dit que le meurtre parfait n'existe pas. Les meurtres commis à l'intérieur d'une famille sont monnaie courante. En 1958, le criminologue Marvin Wolfgang a établi une liste de mobiles par ordre décroissant d'importance. Après l'altercation entre inconnus, viennent la querelle domestique, la jalousie, la dispute à propos d'argent, le vol, le règlement de compte entre délinquants, l'accident, l'autodéfense et enfin la poursuite d'un criminel. Quant aux relations entre auteur et victime, Wolfgang distinguait les relations amicales des relations familiales, la simple connaissance de l'absence de toute connaissance, bien sûr, la rivalité amoureuse et enfin, les relations entre les délinquants et les policiers. Depuis un demi-siècle, cette typologie n'a guère évolué dans la plupart des pays industrialisés. Et c'est sur cette constatation que prend fin cette émission. Et oui, je vous remercie de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles.